C'est bon, la pampère s'est mise? On peut y aller? Ohayou gozaimasu à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager aujourd'hui 5 threads d'horreur Reddit qui seront racontés à la première personne. Les histoires sont assez flippantes, moi je vous avoue que je les ai bien Oula, qu'est-ce que je voulais dire là? Je les ai bien appréciées, tout simplement. Avant de nous plonger directement dans cette vidéo, si tu peux juste cliquer sur le bouton j'aime. Voilà, ça prend 2 secondes et en plus c'est totalement gratuit. Donc si tu as envie de me faire plaisir, voilà, sache que tu peux cliquer. Je souhaite donc une très bonne nuit aux personnes qui vont s'endormir sur cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a pas mal. Et voilà, sinon je vous souhaite un très bon visionnage. Bon alors, tu cliques? Et si tu cliques pas, moi je lance pas la vidéo, hein. T'as pas envie de me faire plaisir ou quoi? Allez, clique! Lorsque je suis rentré à la maison pour passer Noël avec ma famille, mon père m'a rappelé une histoire qu'il m'avait déjà racontée il y a quelque temps. Cette histoire prend place en 1970. À cette époque, mon père avait déménagé du Pérou et il s'était installé à Manhattan. Un soir, il était sorti dans un bar avec son ami Carlos, qui est également originaire du Pérou. Au cours de la soirée, ils ont été approchés par un homme américain. Bien habillé, sympathique, éloquent, il leur a offert une tournée et ils ont passé quelques heures à boire et à discuter. Après un certain temps, cet Américain les a invités chez lui pour continuer à boire et à passer du bon temps. Mon père était instinctivement pas très emballé, mais Carlos a bêtement insisté pour accepter l'invitation. Il était presque ivre et cherchait plus de boissons gratuites. Mon père a fini par se laisser convaincre. Il a accepté. Ils sont arrivés à l'appartement. Ils ont continué de boire et, après 1 heure ou 2, Carlos s'est endormi dans le canapé du salon, en position assise. Tout allait bien, mais mon père ne se sentait toujours pas à l'aise. Et maintenant que Carlos s'est endormi, il savait que ça allait être encore plus compliqué de partir. À un moment donné, mon père est allé dans la salle de bain pour se rafraîchir un petit peu et pour se remettre de ses émotions. Lorsqu'il est entré à l'intérieur, il a de suite remarqué une grande paire de ciseaux posés sur le lavabo. Ils étaient beaucoup plus grands que n'importe quelle paire normale. Il les a comparés à des ciseaux qu'on pourrait retrouver dans un hôpital en 1970. Il m'a expliqué qu'à ce moment-là, son corps entier a été submergé par l'instinct. Il y a quelque chose en lui qui lui disait de prendre cette paire de ciseaux et de les mettre dans son pantalon. Donc il les a pris et il les a cachés autour de sa taille, derrière son dos. Lorsqu'il est retourné dans le salon, il a vu que l'homme avait posé sa main sur la jambe de Carlos. À ce moment-là, mon père lui a demandé ce qu'il faisait. Il a dit à cet homme que maintenant, il était temps pour eux de rentrer. L'homme lui a dit de se détendre et de continuer à boire. Mais mon père a insisté. Et c'est à ce moment-là que le visage de l'homme a radicalement changé. Sa voix est devenue plus grave et il a dit « Tu ne vas nulle part », en sortant un grand couteau de sa poche. Sans détourner le regard, mon père a sorti les grands ciseaux de derrière son dos. Et puis, il lui a dit « J'ai des ciseaux, t'as un couteau. À toi de voir. » Ils se sont tenus là, pendant un instant, et puis... L'homme a posé le couteau et a dit « Cassez-vous d'ici !» Sans quitter l'homme des yeux, mon père a secoué Carlos pour le réveiller. Il a réussi à le mettre debout, en le soutenant. Sans détourner le regard, et toujours avec le ciseau en main, mon père a guidé Carlos vers la sortie. Alors qu'il reculait dans le couloir, menant à l'ascenseur, l'homme se tenait à la porte et les regardait fixement partir. Ça fait depuis l'âge de 8 ans que je suis scout, et l'année dernière, j'ai été nommé chef de mon équipe. En tant que chef, j'étais responsable de toutes les tâches administratives. Et j'avais également pour rôle de trouver les emplacements de nos futurs campements. On était mi-novembre, et j'étais chargé de trouver un nouvel endroit où camper. Mais comme j'avais la flemme, j'ai commencé à chercher assez tardivement. Une semaine avant le week-end en question, je me suis décidé à appeler quelques propriétaires, histoire d'avoir un endroit où camper. J'ai appelé de nombreux numéros, mais j'ai pas eu beaucoup de chance. Tous les propriétaires que j'ai appelés n'étaient pas disponibles. Mais ensuite j'ai vu un numéro que je n'avais jamais appelé auparavant, parce qu'il était tout en bas de la liste.
J'ai appelé et une vieille dame a répondu au téléphone. J'ai fait les présentations habituelles et elle a accepté de nous laisser camper sur sa propriété. Dans l'après-midi, je suis allé là-bas pour vérifier plusieurs choses, notamment l'accès à l'eau potable, où est-ce qu'on pourrait mettre la tente, le feu, etc. En vrai, l'endroit était un peu sombre, mais ça avait l'air sympa. La semaine est passée et dimanche est arrivé. La journée s'est plutôt bien passée. On a fait plusieurs jeux et le soir on a mangé un bon repas devant un petit spectacle. Les filles sont ensuite allées dormir. Pour ma part, je suis resté éveillé dans la tente pour finir de la paperasse. Il était maintenant minuit et j'ai décidé d'aller dormir parce que demain on devait se lever tôt pour aller à l'église. Alors que j'éteignais ma lumière, l'une des filles, on est 8 au total, est venue me voir et elle m'a dit qu'elle voulait aller aux toilettes. Elle m'a demandé de l'accompagner, ce que je peux comprendre. C'est pas très rassurant d'aller pisser toute seule dans les bois, surtout au beau milieu de la nuit. Je l'ai accompagnée et elle a commencé à faire son business. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des bruits, pas très loin. Bon, sur le coup, je me suis dit que c'était certainement un animal, qui cherchait probablement de la nourriture. On est ensuite retourné dans la tente. Plusieurs minutes plus tard, alors que j'étais allongé dans mon sac de couchage, j'ai commencé à entendre des bruits de pas approcher. Je suis resté calme. Je me suis dit que ça devait être la vieille dame qui voulait certainement s'assurer qu'on n'a pas fait un feu trop proche ou quelque chose comme ça. Après ça, je n'ai plus rien entendu pendant une dizaine de minutes. Et puis, j'ai entendu d'autres bruits de pas. Heureusement, toutes mes filles étaient en train de dormir, parce que sinon elles auraient eu vraiment peur. J'étais la plus âgée. Les autres filles avaient 3 à 4 ans de moins que moi. Alors que j'entends des pas qui semblent provenir d'une personne, j'en entends d'autres qui semblent provenir de vers l'arrière de la tente. Là, je me suis dit « Oh, ok, c'est bizarre, je dois faire quelque chose ». J'ai regardé autour de moi dans la tente. Dieu merci, l'une de mes nouvelles avait laissé quelques braises sur le feu, et donc il y avait un minimum de luminosité à l'extérieur. Une minute est passée, et c'est là que j'ai vu une silhouette arriver. Elle se tenait là, entre le feu et la tente. Je me suis figé, j'ai arrêté de respirer. La silhouette a commencé à s'approcher de la tente. J'ai attrapé discrètement mon téléphone et j'ai envoyé 3 étoiles à l'un de mes supérieurs. Ce message signifie qu'il y a urgence. Un supérieur campait toujours à proximité, au cas où il se passerait quelque chose. Mais je savais qu'il arriverait trop tard. Ça prendrait trop de temps, je devais agir. Et agir vite. Et c'est là que j'ai eu une idée. J'ai allumé mon alarme. C'est une sirène bruyante. Généralement, je l'allume lorsqu'on fait des jeux de nuit. Je l'ai donc activé et toutes mes filles se sont réveillées. La silhouette avait déjà commencé à dézipper la tente. J'ai vu des doigts passer dans l'ouverture du bas. Heureusement, avec le son de mon alarme, les doigts ont rapidement disparu et la silhouette s'est enfuie en sprintant. Je n'ai pas bougé d'un pouce, j'étais toujours en train de regarder et j'ai vu 2 autres silhouettes sprinter dans la même direction. Au final, tout s'est bien terminé. 20 minutes plus tard, mon supérieur est arrivé et il a passé la nuit avec nous. J'ai grandi dans un quartier défavorisé, où il n'était pas sûr de sortir seul après la tombée de la nuit. C'était assez pénible, surtout pour une adolescente comme moi. Lorsque je suis entré au lycée, j'ai eu la chance d'avoir un pitbull. C'était un géant. Il était adorable et il aimait tout le monde. Ce chien était déjà dans la famille depuis un bon bout de temps, et avant d'avoir été adopté, il avait été formé à la protection. Mais maintenant qu'il est vieux, il a en quelque sorte pris sa retraite et on me l'a confié. J'avais 17 ans, j'étais petite et blonde. Mais avec Bouboule à mes côtés, je me suis enfin senti en sécurité et j'ai pu profiter de mes promenades sans crainte. J'adorais cette liberté et j'appréciais vraiment la compagnie de mon cher Bouboule. Le soir en question, j'étais sorti avec mon chien. On était parti faire une longue promenade parce qu'il avait besoin de se dépenser. Je l'ai emmené dans un bois à côté de chez moi. Il était à peu près 23 heures et on était en train de marcher sur un chemin de gravier qui était en partie éclairé. Pendant qu'on marchait, j'ai pris conscience qu'il n'y avait vraiment personne. D'habitude, il y a des gens, mais là, il était tard. On a marché pendant 10 à 15 minutes lorsqu'un homme est apparu derrière nous. J'ai continué de marcher et j'ai remarqué qu'il empruntait les mêmes chemins que nous. Quand j'ai remarqué ça, mon cœur s'est accéléré. J'avais peur qu'il était en train de nous suivre. Et donc,
j'ai accéléré le pas. Bouboule, qui passait généralement son temps à renifler tout ce qu'il y a autour de lui, était étrangement près de moi. Il était en alerte, et ça m'a encore moins rassuré. Je tournais à chaque intersection que je rencontrais, et l'homme était toujours derrière nous. À ce stade, je faisais que tourner en rond, et l'homme se rapprochait de plus en plus, alors que je marchais vite. J'étais maintenant sûr à 300% qu'il nous suivait. Je me suis souvenu de quelque chose que m'avait dit mon père. « Mathilde, ne laisse jamais quelqu'un te suivre parce que t'es plus vulnérable de dos. Si un jour tu te retrouves dans une situation où tu peux forcer ton stalker à te dépasser, alors fais-le. » Je me suis retourné en me penchant en arrière. Je faisais semblant de tirer la laisse de Bouboule, comme si j'avais besoin de tout mon poids pour le retenir. Bien que je paraissais petite et faible, j'étais en réalité bien plus forte que j'en avais l'air. Mon père était un ancien vétéran, et il m'avait appris à me battre. J'ai fait genre que j'étais complètement naïve et que j'avais pas conscience de ce qu'il était en train de se passer. J'ai dit à l'homme « Excusez-moi, mon chien n'aime pas les gens, et j'arrive pas toujours à le retenir lorsqu'il fonce. Si je me place sur le côté, est-ce que vous pouvez nous dépasser, comme ça j'aurai une chance de le retenir ?» Alors que je disais ça, Bouboule s'est mis à aboyer et à grogner vers l'homme qui s'était arrêté. Il m'a regardé, de haut en bas, puis il a jeté un œil à mon chien. Sans même pas dire un mot, il s'est retourné et il s'est éloigné. J'ai immédiatement appelé mes parents et je leur ai demandé de venir me chercher parce que j'ai réalisé que le mec pouvait être n'importe où. J'avais peur qu'il m'attende caché quelque part. Mon père s'est pointé quelques minutes plus tard avec une batte de baseball. Heureusement, il ne s'est rien passé. Mais après avoir été suivi à chaque tournant pendant au moins 35 minutes, je suis convaincu que ça aurait pu mal finir. Il y a quelques années, j'ai rendu visite à un ami, à Cologne. Cologne est une ville d'Allemagne, et c'est là que j'allais retrouver mon groupe de LARP, Live Action Role Playing. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est en gros un jeu de rôle grandeur nature. Des gens se déguisent et jouent leurs personnages dans un environnement. Le LARP était mon passe-temps depuis que j'avais 14 ans. Et après avoir trouvé un travail bien payé, j'ai commencé à investir davantage pour mon hobby. L'une des choses pour lesquelles j'ai dépensé beaucoup d'argent, c'était pour l'armure de mon personnage. Elle était composée d'une cotte de maille que je portais sous mon armure. Après la réunion de mon groupe, j'ai retiré une partie de mon costume parce que je voulais pas me balader comme ça, en chevalier, surtout dans Cologne-Mülheim, qui est l'un des quartiers les plus dangereux de la ville. Comme je ne pouvais pas mettre tout mon déguisement dans mon sac à dos, j'ai gardé ma cotte de maille sur moi, ainsi que ma tunique et mon pantalon. Dans le bus, pour rentrer chez mon ami, j'ai remarqué qu'un homme semblait me surveiller. Bon, je me suis dit que c'était parce que je me démarquais, à cause de ma tunique et de mon pantalon. Lorsque je suis descendu du bus à mon arrêt, j'ai appelé mon ami pour lui demander si on pouvait se retrouver pour manger un kebab. Il a directement accepté, et je n'ai même pas eu le temps de finir de poser ma question. Je suis arrivé à l'endroit où on a décidé de se retrouver. Et puis, j'ai remarqué que le mec qui me regardait dans le bus tout à l'heure était là. Il était en train de marcher, droit dans ma direction. Je me suis rapproché du mur pour le laisser passer, mais il ne m'a pas dépassé. Au lieu de ça, il s'est arrêté devant moi et a sorti un couteau, en exigeant mon sac, mon portefeuille et mon téléphone. J'étais prêt à tout lui donner, mais j'ai essayé de lui expliquer que le sac ne contenait que des costumes et des armes en mousse. Mais le simple fait d'avoir ouvert la bouche a suffi à énerver cet homme. Et d'un coup, il m'a donné 2 coups de couteau dans le ventre. Je me suis écroulé au sol en me tordant de douleur. Honnêtement, après ça, je n'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé. Je n'entendais que cette voix dans ma tête qui me criait « T'as été poignardé ». La prochaine chose que j'ai remarqué, c'est que mon ami était en train de me secouer. Il tenait mon casque, avec du sang dessus. Mon sac était ouvert, et mes affaires étaient éparpillées un peu partout. Mon ami m'a expliqué qu'après avoir pris mon sac, l'homme s'est aperçu qu'il était trop lourd. Et donc il a jeté tout son contenu au sol. Voyant que j'étais à terre, mon ami a pris le premier objet qui lui est tombé sous la main. Il a attrapé mon casque et s'est mis à frapper mon agresseur, qui a alors pris la fuite. Un peu plus tard, on est allé vérifier mon estomac. Et bien que j'ai eu 2 énormes bleus profonds qui me faisaient vraiment mal, je n'ai eu que 2 petites coupures. Parce que la cotte de maille a arrêté le couteau. J'attrape la nausée quand je repense à cette journée. Je me dis que si je n'avais pas porté un morceau de mes vêtements de LARP ce jour-là, je serais probablement mort aujourd'hui. J'aurais été tué
pour un sac rempli de costumes, pour 150 € dans mon portefeuille et un téléphone vieux de 10 ans. Cette histoire s'est passée il y a 1 an, lorsque je vivais avec mon copain, qui est maintenant mon fiancé. Yeah! On vivait dans un quartier plutôt safe. Bon, il y a déjà eu quelques cambriolages à quelques rues d'ici, mais c'est très rare que ça arrive. Je me sentais plutôt en sécurité là où j'habitais. Enfin bref, un week-end, le frère de mon copain, qui s'appelle Marshall, sa petite amie Amy et son frère étaient venus nous rendre visite. C'était tout simplement une journée tranquille où on allait boire quelques bières, jouer aux jeux vidéo et se relaxer. Mon copain allait bientôt passer ses examens. Il avait passé le mois entier à réviser. Et donc il voulait juste passer une journée tranquille avant le jour J. Malheureusement, je suis tombé malade. C'était la pire grippe que je n'avais jamais eue. J'avais beaucoup de fièvre. 1 degré de plus et c'était l'hôpital. J'avais la nausée, j'avais mal à la tête, des courbatures, bref, tous ces trucs-là quoi. Bien sûr, je voulais pas empêcher mon copain et mes amis de s'amuser. Donc je suis simplement resté dans ma chambre. Avant d'arriver à la maison, ils sont tous ensemble allés manger quelque part. Donc pour ma part, j'étais toute seule, dans mon lit, à regarder la télévision. Vers 16h, j'ai entendu la porte d'entrée, donc je me suis dit qu'ils étaient de retour. J'ai appelé mon copain, mais personne n'est venu. Même s'ils étaient là, ils ne m'auraient pas entendu, parce que ma voix était trop faible. Mais je savais que mon copain viendrait me voir dès qu'il rentrerait, donc je me suis finalement dit que j'ai dû entendre quelque chose tomber ou que c'était mes voisins qui faisaient du bruit. J'en ai pas trop tenu compte et j'ai fini par me rendormir. Je me souviens que j'étais en train de dormir sur le dos et dans un profond sommeil, j'ai ouvert les yeux tout en étant encore somnolent. Et à ce moment-là, j'ai cru voir une silhouette bouger dans ma chambre. J'étais tellement médicamenté et tellement malade que je n'ai pas complètement compris ce qui s'est passé ou ce que ça voulait dire. Comme si j'avais vu la silhouette, mais que mon cerveau n'avait pas fait la connexion que j'avais vu quelqu'un. Et comme il faisait sombre dans la pièce, je pense qu'une partie de moi a pensé que c'était la télévision. Finalement, vers 19h, ils sont rentrés à la maison. Ils étaient bruyants. Surtout Amy, qui était très éméchée. Elle est toute rigolote quand elle est ivre, donc il y avait beaucoup de rire. Mon copain est venu me voir dans ma chambre. Il m'a apporté de la soupe. Il s'est assis à côté de moi et m'a parlé de sa journée et de ce qu'ils ont mangé. À un moment donné, je lui ai demandé d'attraper une nouvelle boîte d'aspirine dans la boîte de rangement qui se trouve en dessous du lit. On a un grand lit qui prend pas mal de place. Et en dessous, j'avais une boîte à rangement où je gardais des flacons de pilules, des brosses à dents, du dentifrice, etc. Mon copain a tiré la boîte du dessous du lit, il a regardé dedans, et puis il a levé la tête et m'a tendu le flacon. Mais son expression faciale a changé, comme s'il avait perdu toutes les couleurs sur son visage. Je l'ai remercié sans vraiment y prêter attention, et puis il m'a dit « Allez, je vais t'emmener dans la salle de bain ». Mon copain ne bégayait jamais, je me suis demandé ce qui lui arrivait. Je lui ai dit que non, que je me sentais pas de me lever. Mais il m'a dit « Allez, sinon après je vais devoir remonter les escaliers dans même pas 10 minutes parce que tu voudras aller aux toilettes. » Sur le coup, sa phrase m'a fait mal, mais il avait raison. Je venais de boire une soupe et une moitié de bouteille d'eau. Il m'a aidé à me lever. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on descendait alors qu'il y avait une salle de bain à l'étage. Il m'a assis sur le canapé et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et c'est là qu'il m'a répondu quelque chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Il m'a chuchoté « Il y a quelqu'un sous le lit ». Amy s'est mise à rire. Et donc j'ai aussi rigolé en pensant que c'était une blague. Mais il avait l'air sérieux. Marshall, le frère de mon copain, a suggéré qu'on sorte de la maison. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors qu'on partait, on a entendu un bruit sourd à l'étage. On est parti rapidement de la maison. Et on a appelé la police. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont fouillé la maison, mais ils n'ont trouvé personne. Le type a dû comprendre qu'on l'avait grillé, et donc il a pris la fuite. Ce qui me terrifie encore plus, c'est que la police a trouvé un couteau à steak sous le lit. C'était un petit couteau émoussé et rouillé. Mon copain n'a pas pu donner de description, seulement qu'il a vu des baskets. Il faisait noir, donc il n'a pas vu grand-chose. Je ne suis pas vraiment sûr de la façon dont il est entré chez nous. Mais j'ai quelques théories. En tout cas, je suis vraiment fier de la façon dont mon copain a géré la situation.